Nos parents, nos plus grands influenceurs durant notre vie, même s'il y a beaucoup d'influenceurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Au bout d'un moment, on a passé une nuit, je me rappelle, à dormir sur la route. Voyager dans les pays riches, c'est bien, mais voyager dans les pays pauvres, c'est beaucoup mieux. Je me sentais déjà différent dans le sens que je sortais très peu, voire pas. Le voyage, ça amène l'humilité. Et c'est justement dans la douleur et dans ces moments-là que tu en apprends plus sur toi-même. Hello Florent, bienvenue dans Salut. cet épisode numéro 2 donc de l'ombre à la lumière. Aujourd'hui on a fait un peu de route, on a pris un peu d'altitude pour vous offrir un cadre qui est assez exceptionnel, je pense qu'on peut vous le dire. Franchement, on l'a mérité en tout cas. 1h30 de marche. Ouais, T'as failli lâcher un poumon pour venir jusqu'ici, mais complètement. c'est bon, ça l'a fait. On mettra des petits extraits d'ailleurs pour montrer ma souffrance. En espérant que ce cadre donc vous plaise dans le sud de la France. Je te propose qu'on attaque directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui on va parler de toi, on va parler un petit peu de ton parcours. Comment tu en es arrivé là, comment l'entrepreneuriat est venu à toi. Comment donc tous ces sujets et toutes ces thématiques qui t'animent aujourd'hui sont arrivés à toi et te permettent d'être qui tu es aujourd'hui. Donc je te propose de commencer directement cet épisode-là par une question qui m'intéresse. Comment tu as vécu ton enfance dans le sud de la France, il me semble, avec des parents qui sont assez proches et assez sympathiques et très, très proches de toi. Yes. Dis-moi en plus un peu par rapport à tout ça. Ouais, carrément. Alors, moi, comme j'en ai parlé dans le premier épisode, du coup, je viens du sud de la France. Mes parents, ils ont tous les deux été entrepreneurs. Mon père l'est toujours actuellement. Donc, depuis tout petit, je suis baigné dans le secteur du tourisme, vu qu'on vit quand même dans le sud de la France, on a beaucoup de villages vacances, beaucoup de campings. D'ailleurs, on a des clients de chez Cosmos où c'est des villages vacances et des campings. Complètement. Et mes parents tenaient un club de plage, ils avaient leur propre club de plage. Donc, tous les deux entrepreneurs. Ils y travaillaient énormément durant les saisons estivales. D'ailleurs, mon père continue avec les saisons estivales Ouais. et il n'arrête pas. Et donc, ouais, vraiment, être baigné dans le secteur du tourisme et être baigné avec une enfance où tu vois tes parents tout le temps travailler, qui te montre un peu cet exemple-là, forcément, tu as envie de le suivre et tu as envie de leur ressembler. Parce que, au final, quand on est enfant, on a envie de ressembler à nos parents. Et c'est nos parents, nos plus grands influenceurs durant notre vie. Même s'il y a beaucoup d'influenceurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les plus gros influenceurs, au final, ce sont nos parents parce que c'est eux qui vont influencer toute notre vie, quoi. Donc, ouais. Complètement. Et donc ces parents qui travaillent donc énormément l'été, mais qui savent aussi prendre du bon temps pour eux, Yes, sur la carrément. partie peut-être plutôt hivernale, Yes, des carrément. voyages, non? Ouais, c'est ça. Beaucoup de voyages sur la partie hivernale. Ils continuent d'ailleurs. Ils n'arrêtent pas. Et ils font même des road trips en vélo. Ils font plus de 600 km. Ils sont allés jusqu'en Italie. Ils ont fait là de Cagnes jusqu'en Italie. Enfin, c'est énorme. Et ils font plus de 80 km par jour en vélo. Donc, je suis ultra fier d'eux. Et ouais, beaucoup de voyages. On a une île de cœur, c'est l'île Maurice. Ça fait plus de 7 fois qu'on est allé et on voyage énormément partout dans le monde. On est allé en Australie. Enfin, j'ai beaucoup voyagé avec eux et c'est vraiment quelque chose qui est ultra important pour moi, le voyage. Cet aspect découverte, cet aspect découverte de culture, de paysage. Humainement aussi, c'est ultra riche de partager certains moments. Pour moi, l'un des plus beaux voyages, par exemple, si je dois en citer qu'un, c'est au Sénégal, en Ok. Afrique. Je me suis régalé d'être avec les enfants. Je me remémore tous ces moments avec les enfants dans les villages et tout. C'était vraiment beau parce que c'était pas un voyage au Club Med ou c'était pas un voyage dans les hôtels, même si ça correspond à un certain type de personnes qui aiment ce genre de vacances et il y a aucun mal à ça. Mais c'est important de lier les deux, je trouve, et c'est important cet aspect culturel, justement, quand on part en vacances, et cet aspect découverte, et pas juste rester dans son petit confort et vraiment sortir de sa zone de confort. Et là, en l'occurrence, c'était j'étais totalement sorti de ma zone de confort. Au bout d'un moment, on a passé une nuit, je me rappelle, à dormir sur la route. Donc ça, c'était incroyable parce qu'il y avait les rebelles et tout. Donc, des anecdotes comme ça, très sympathiques. Ouais. c'est Ouais, marrant, ça qui est cool avec les voyages, c'est qu'on a toujours des anecdotes à raconter et c'est ultra intéressant. Ouais. Complètement. Et du coup, est-ce que tu penses que tes voyages t'ont en partie formé? Qu'est-ce qu'ils ont pu t'apporter d'un point de vue personnel et comment ils ont pu guider ensuite un peu la suite de ta vie? Ouais, mais effectivement, ouais, les voyages, ça m'a fait grandir, ça m'a fait mûrir aussi. Ben voilà, comme j'ai dit, le Sénégal, pour moi, ça a été une grosse claque parce que voyager dans les pays riches, c'est bien, mais voyager dans les pays pauvres, c'est beaucoup mieux. Tu apprends beaucoup plus, tu deviens beaucoup plus humble, tu as une humilité énorme. Et en fait, quand tu reviens en France, tu te dis, mais waouh, attends, je suis en train de râler parce que je suis un peu dans les bouchons ou alors il y a ça qui fonctionne pas. Mais
enfin, tais-toi juste parce que là, je pense encore aux enfants qui sont dans ces villages-là, ils ont toujours pas l'eau courante, c'est super compliqué pour eux et je me dis: «Mais on peut pas se permettre en fait de râler quand tu vois des personnes qui vivent dans des endroits comme ça». Et un voyage que j'aimerais vraiment faire avec mon père, c'est l'Inde, ça me plairait beaucoup. Je pense qu'il y a de belles choses à découvrir là-bas et c'est un pays qui m'attire beaucoup, ouais. D'ailleurs. OK, trop bien. D'ailleurs, ton père qui est, surnommé un peu, le Bouddha? C'est Est-ce que c'est pour ça, ça l'Inde? c'est ça, c'est ça exactement. Il est surnommé le Bouddha, toujours ultra calme. On est ouais, même ma mère, aussi, très, très calme. On a des caractères, assez calmes dans la famille, même si moi je peux m'énerver assez facilement, mais ouais, Tes bon, parents, ouais, c'est, assez impressionnant quand même, hein. ouais, c'est assez impressionnant à voir. Face à toutes les situations, qu'ils ont pu vivre et tout, et d'avoir toujours, cette résilience et d'être toujours, ultra calme face à n'importe quel événement, chapeau bas. OK, super. Et donc du coup, je constate que tu as pu faire, donc des vacances, mais également donc des voyages et c'est peut-être là un peu la distinction qu'il faut faire. C'est que peut-être que Club Med, comme tu parlais tout à l'heure, Mmh, c'est peut-être plutôt des vacances repos, c'est là où ça, les voyages que tu as pu faire qui étaient peut-être un peu plus longs, t'ont permis de découvrir des cultures et cetera, c'est ça. que tu découvres peut-être pas forcément Ouais, de c'est la même ça. manière en vacances, quoi. C'est ça exactement. De toute façon, il y a différents types de façons de voyager, différents types de tourisme. Et effectivement, il y a le tourisme, on va dire, de repos pleinement vacances où au final, bah, c'est du all inclusive comme par exemple au Club Med où au final, bah, tu dois penser à rien, tu as juste à profiter de tes vacances et rien faire. Tu pas de souci de: «Ah qu'est-ce que je dois acheter pour manger?» ou quoi, donc tout est inclus. Alors qu'à contrario, bah, voilà, les vacances un peu plus roots, on va dire, où te fais toi-même un peu ton tracé, bah, ça c'est intéressant aussi. Ça te permet de sortir un peu, de ces sentiers, battus et de découvrir justement, bah, toute cette culture et toutes ces personnes, qui sont dans les pays, quoi. Alors, on va revenir un peu, à ton enfance. Je crois qu'il y a eu un moment un peu phare dans ta vie, heu, dans lequel tu as découvert la photographie. Ouais. C'est arrivé quand ça? Exactement, mais en fait, durant les voyages, déjà, depuis tout petit, au final, quand je partais, j'avais toujours un petit appareil photo que mes parents avaient. Et donc, j'utilisais, mais je faisais des photos vraiment pour le fun. Mais pareil, au Sénégal, j'en faisais. Et je les montrais aux enfants. Je m'en souviendrai toujours. Ces moments-là où, bah, par exemple, les enfants, ils regardaient les photos, ils étaient là, waouh, c'est trop bien et tout. Et je trouvais ça génial de voir ce moment de partage et de pouvoir leur montrer en fait à quoi ils ressemblaient en photo parce qu'ils n'avaient pas forcément des fois de miroir pour justement se voir. Donc, c'était vraiment une belle expérience et un beau partage. Et en fait, ça m'a suivi après par la suite. Une fois que j'ai intégré mon lycée, au lycée, en fait, une fois que j'ai intégré le lycée, il y avait un club photo. OK. Et c'est comme ça que j'ai commencé la photo. Et en fait, on avait un ordinateur de la région qui nous était offert. Et en fait, avec cet ordinateur de la région, je me suis un peu réfugié dans ma chambre, un peu comme une grotte. Et j'arrêtais pas de regarder des vidéos YouTube, des tutos pour en apprendre plus sur la photo, pour en apprendre plus sur la vidéo. J'avais toujours pas mon boîtier photo. J'avais même pas mon premier réflexe. J'avais juste toujours ce petit appareil photo que je trimballais partout durant mes voyages. Et en fait, c'est comme ça qu'est née cette passion à travers YouTube, à travers ce premier réflexe après que j'ai eu par la suite pour Noël. OK. Et donc, tu parlais au lycée de te réfugier un peu dans ta caverne, ta chambre, pour travailler, pour déjà commencer à tu savais pas encore j'imagine, mais à travailler sur cette passion. C'est ça. Comment tu te sentais par rapport aux autres à cette époque-là, ou même un peu Ouais. plus tôt d'ailleurs, un peu plus jeune? Comment tu t'es Ouais. senti par rapport aux autres, durant ta jeunesse et Ouais, je vais pas dire rejeté, bah, ça fait un peu miskin, mais ouais, non, je me sentais déjà différent dans le sens que bah, je sortais très peu, voire pas. Je faisais beaucoup de sport. Bah, le samedi, pareil, je me levais à 6 heures du matin pour aller à l'entraînement à la piscine. Donc, j'étais vraiment dans ma grotte à bosser, faire du sport et à essayer de me sortir tant bien que mal au lycée, à essayer de passer à travers tout ça parce que l'objectif, c'était voilà, rendre fiers mes parents aussi avec la partie scolaire qui était quand même importante à ce moment-là. Mais voilà, l'objectif quand même, c'était de me dire, j'y pensais un peu, je me disais, ça pourrait être cool quand même de vivre un peu de cette passion, de vivre un peu de la photo, de la vidéo. Mais bon, ça me paraissait un peu lointain. Ça commençait un peu bien sûr. sur Instagram à partager pas mal de photos, de vidéos, à faire des premiers contrats gratuits au final. Parce que c'est comme Exact. ça, avec le bouche à oreille. Hein, même toi aussi de ton côté, Ouais. tu as fait pas mal, je pense, de choses gratuitement au début, ben, justement pour gagner de l'expérience, Bien sûr. gagner en skills sur le terrain. Et donc, ouais, j'ai commencé à DM les premières entreprises OK. pour pouvoir justement collaborer avec eux. Et c'est comme ça qu'est née ma passion pour la photo et la vidéo. Je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire, ça me plaît. Ouais. Trop bien. Et je reviens du coup un peu sur la partie, du fait que tu te sentais un peu différent peut-être des Mm. autres.
Est-ce que c'est pas un truc que vous cultivez un peu ça chez vous? C'est pas un peu familial? Ouais, c'est familial de fou. Pourquoi? Ouais, c'est familial de fou. Quand je vois par exemple mon père, déjà, avec le PPL, il a passé son, C'est quoi le PPL? PPL, c'est Private Pilot License. Ah OK. Waouh, cet accent Et en anglais. français? Ouais. En gros, ouais, non, c'est juste un brevet, d'aviation. Enfin, OK. c'est juste énorme déjà parce que, partir tout seul, dans un avion, donc c'est un Cessna pour ceux que il y a Cessna, Aerobin, DR400. OK. C'est 2 types d'avions, donc soit à 2 places ou soit à 4 places et en fait c'était juste, l'aviation loisir, Mmh. et en fait, ils volaient, justement à l'aéroport de Perpignan et dès que je sortais du primaire, je partais voler avec lui donc déjà Incroyable. je me sentais complètement différent. J'étais là en mode: «Waouh, là il y a mes potes qui sont, dans la cour, je peux les voir, juste depuis l'avion». Enfin, c'était Bien énorme. sûr, ouais. Pour moi, c'était Incroyable, incroyable, ouais. incroyable. Mais je me permets de faire une petite aparté. Une différence qui est cultivée avec toujours énormément d'humilité. En tout cas, ça se ressent chez tes parents et chez toi Ouais, également. ouais, Et je pense que c'est important de souligner. Parce qu'on peut se dire aviation, et cetera, ça peut vite faire c'est les clair. grands mots, et cetera. Ouais, Tu vois, mais il y a toujours une humilité qui est incroyable chez tes parents. ouais, c'est clair. Et qu'ils fassent de l'avion ou du vélo pour l'Italie, C'est ça, le plaisir pour eux sera toujours le même. c'est ça, Ils cultivent exactement. cette différence, mais par C'est tellement d'axes différents, Ouais, c'est c'est ça. impressionnant. Par rapport à l'éducation que j'ai reçue, l'humilité, ça a été, la base. Ça a été ultra important de l'avoir. C'est pas parce que, tu te permets de faire, plein de voyages, partout, dans le monde qu'au final, tu vas flamber, tu vas montrer Bien sûr. que tu sors ou des choses comme ça et tout. Pas du tout. Moi, j'avais plus, cette envie-là de me dire, «OK, moi, c'est le voyage. Moi, ça me fait trop kiffer, de voyager». Et comme je te l'ai dit, le voyage, ça amène l'humilité Mmh. et c'est vraiment une valeur, qui m'est chère et c'est ultra important de l'avoir. Donc du coup, on arrive maintenant aux fins de lycée, enfin à la fin de lycée, C'est aux ça. études supérieures. Ouais, Quelle décision prends-tu et où pars-tu? ouais, alors, déjà mon premier taf, je reviens Ah OK, juste avant sur mon premier effectivement, taf, ça a été un d'être, premier job. sauveteur. OK, Donc, pareil, direct à mes 18 ans, j'ai commencé à travailler. Pour moi, c'était important, de rentrer direct dans la vie professionnelle, parce que, voilà, mes parents, ils avaient le club de plage. Je commençais déjà un peu à les aider, un peu au bar, à faire les pressions, même s'il y avait la mousse qui partait dans tous les sens, à faire les encaissements. J'arrivais pas, j'appelais à l'aide et tout, mais enfin, j'essayais de me débrouiller tant bien que mal à faire, mes premiers tips, tu vois? ouais, Après avoir mes premiers pourboires et tout, j'étais trop excellent. content. D'ailleurs, l'URSSAF, si vous écoutez ça, désolé. N'écoutez pas. N'écoutez pas, n'écoutez pas. Et ouais, pour moi, c'était ultra important, en tout cas, de commencer, d'avoir ces valeurs du travail aussi. Tu vois, il y a les valeurs de l'humilité qui m'ont appris et les valeurs du travail. Il y a tellement de valeurs qu'au final, nos parents, ils nous apprennent. Sûr. Et au final, on s'en rend compte, beaucoup Plus plus tard, tard ouais. parce qu'on a l'âge un peu rebelle où au Ouais, final, ouais. on est là, mais non, mais taisez-vous, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire et tout. Mais non, c'est juste, tais-toi, vas-y, écoute tes parents parce que ouais, c'est important. Et même si ça peut paraître bateau maintenant de le dire, Bien sûr. mais ça reste, très, très important. Et ouais, pour revenir à ça, je sais plus, je me suis perdu par Donc rapport à on ce est que je passé sur disais. la partie après lycée Oui, à la voilà, le partie, travail, ouais, mon travail, premier par travail. rapport à mon premier job. Mon premier job, ça a été d'être sauveteur, du coup. Je pouvais pas malheureusement être sauveteur en mer dû à ma vue, donc Ouais, malheureusement, j'ai fait dans un village vacances et au OK. final, heureusement, Très marrant parce que ouais, l'anecdote, il faut la raconter quand même. il faut la raconter, c'est qu'aujourd'hui, c'est un de nos clients, Ouais, donc ça, c'est juste incroyable. Donc c'est un grand groupe, qui a plus de 35, villages vacances en France et du coup, c'est un de nos clients et j'en suis super fier. On en est super fiers grave. et ça se passe super bien la collaboration avec eux et donc voilà, moi j'ai commencé en tant que sauveteur. Mmh. Ça a été une belle expérience, j'ai pu travailler avec mon meilleur pote, donc ça c'était incroyable, j'étais trop fier de pouvoir travailler avec lui, de pouvoir le faire rentrer justement dans ce groupe et on a bien rigolé, on a bien travaillé comme il fallait et c'était une très belle expérience, ça fait grandir aussi et ça donne envie aussi justement de faire autre chose, de se Mmh. donner les moyens de vivre de sa passion et de faire autre chose. OK. Ouais, Et donc là, du coup, études supérieures qui arrivent, après cette saison du coup, c'est ça, en voyage vacances, c'est ça. tu rentres où? Je Pour faire rentre, quoi? ouais, je rentre à Excelia, du coup, en bachelor management tourisme, donc Ouais, dans le secteur du tourisme. ouais. Pareil, donc voilà, Logique, hein? je continue, baigner dans le secteur du tourisme, donc je continue dans cette voie-là. OK. Et c'était vraiment ultra intéressant, 3 années passionnantes où j'ai pu faire pas mal de voyages à l'étranger, d'expériences à l'étranger. Je suis parti en Thaïlande pour une expatriation, Ouais. donc à l'université là-bas. Ensuite, je suis parti à Dubaï pour un stage. Ensuite, je suis parti à Bali à nouveau pour un stage. Donc, vraiment, c'était super intéressant. Des stages dans le marketing digital, dans Ouais. l'e-commerce, sur la partie ads aussi vidéo. Mmh. Donc, il y a eu à la fois du tourisme, à la fois du marketing digital. Donc, c'était Toujours un peu lié au tourisme, parce que tu partais quand même souvent à l'étranger pour faire tes stages. c'est ça, exactement. Ouais, il y avait toujours ce côté-là. Il y avait toujours ce côté-là. Non, mais OK, c'était vraiment intéressant, de belles expériences. Ouais. super. Et donc du coup, 3 années se passent en bachelor, tourisme. Ouais.
en parallèle, il y a quand même une passion qui devient plus qu'une passion. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe là? Exactement. Ben, au final, comme toi, tu en parleras dans le prochain épisode de toute Exactement. façon. Mais au final, ouais, parce qu'on a fait nos études du coup Dans la même école. dans la même école. Et en parallèle de nos études, on a tous les deux créé en fait notre auto-entreprise. On a tous les deux été freelance. Ouais. Et ça a été une très belle expérience, très enrichissante, où on a eu beaucoup de doutes aussi, de se dire est-ce que ça va fonctionner, est-ce qu'on peut vraiment en vivre, ou alors est-ce qu'on garde ça juste en passion sous le coude et on essaie de trouver un job un peu comme tout le monde et suivre un peu le rail, Bien sûr, ouais. enfin, le chemin un peu classique, on va dire. La question s'est posée, non? La question s'est posée, effectivement. La question s'est posée. Il y avait pas mal de doutes à se dire bah, ouais, est-ce que c'est possible? Est-ce que je vais vraiment en vivre au final de cette passion? Ou alors bah, je vais prendre un chemin plus classique et avoir ça sous le coude de temps en temps bah, pour la famille, pour des mariages ou des choses comme ça. Mais non, au final, ouais, je me suis accroché, j'ai tenu le cap. Et après, une fois que j'ai terminé mes études, du coup, après ces 3 ans à Excelia, j'ai continué un an en freelance, à full me développer à fond. Je me suis dit, bah, Ah, tu t'es lancé dans le grand bain là, direct. ouais, je me suis lancé dans le grand bain. Je me suis dit, bah, franchement, j'ai pas trop eu à convaincre un peu mes parents, à leur dire, ça a été un peu pour certains, ça peut être le plus dur à dire à ses parents, bah, attends, voilà, papa et maman, j'arrête l'école, je me lance à fond dans ma société, dans mon entreprise, dans mon secteur d'activité, je vais en vivre, je vous le promets tout. Bah, ouais, mais ça peut être compliqué pour certains parents de le comprendre, de Bien l'entendre. sûr. Sauf que j'ai cette chance d'avoir des parents comme ils sont et qui ont été dans le secteur de l'entrepreneuriat. Bien Et sûr. donc, ça a beaucoup joué. Ils ont compris en fait le risque. Ils ont compris ce challenge-là. Ils se sont dit non, mais il faut qu'ils se lancent. De toute façon, ils risquent quoi à part avoir plus d'expérience. Ouais. Parce qu'au final, c'est ça. Si tu te casses la gueule quand tu as 21 ans ou tu as 22 ans ou même plus, hein, au final, tu apprends quoi? Tu apprends juste plus t'apprends juste de l'expérience. Donc, c'est important. C'est important les échecs. Et justement, dans ce podcast de l'ombre à la lumière, c'est super important de parler des zones d'ombre. Et on a dit viendra, ouais. on a dit qu'on en parlerait. On en fera tout un épisode justement sur ça. Mais c'est important. C'est important. Eh bien, en parlant d'échecs, et ça va être une transition parfaite pour arriver vers un autre sujet qui tient énormément à cœur. Ouais. C'est le sport, on y reviendra après. Ouais. Et je voudrais qu'on parle d'une expérience ou d'une anecdote plutôt qui t'a fort marqué avec ton meilleur pote, Alexis. Vous êtes partis tous les deux en randonnée. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, carrément. Purée, ouais, il nous est arrivé une anecdote de fou. En gros, on est parti au Carlite, c'est le plus haut sommet des Pyrénées, Ok. à plus de 2900 mètres d'altitude. Et en fait, en partant faire ce sommet, pour faire bref, on arrive au sommet, on se retourne et on voit une brume énorme, impossible de se repérer. Et il commençait à faire tard, un peu comme là d'ailleurs, il est assez tard. Espérons qu'on ne reste pas bloqué ici. Voilà, espérons qu'on ne reste pas bloqué ici. T'inquiète, ça va le faire, je connais le chemin. Ouais, T'inquiète. Et en gros, on arrive là-haut, on se retourne, on voit plus rien et on commence à essayer de retrouver le chemin tant bien que mal. Malheureusement, on le retrouve pas. On décide du coup d'appeler les secours. Ok. On appelle les secours, ils nous géolocalisent. On a de la chance d'avoir du réseau, énormément de chance parce que là où on a garé la voiture, on captait rien, mais Ok. vraiment rien du tout. Donc énormément de chance de capter. Ils nous géolocalisent, l'hélicoptère. Comme dans les met en vol, films, ouais. hein, se met en vol, en stationnaire devant nous, il nous éclaire. Enfin, c'était un truc de fou. On avait le pilote au téléphone. Ok. On était limite en pleurs parce que bah, t'as trop peur, t'as pas envie d'y passer, quoi. Combien de temps bloqué là-haut? Tu te fais tout le scénario dans la tête. Tu te dis mais waouh, là franchement moi, je pensais déjà à mon enterrement et tout, donc pour te dire à quel point c'était fort. Et nous on était bloqués pendant 4 heures. Ah ouais. Pendant 4 heures, donc c'est vraiment pas mal. Enneigé autour? Hein? Enneigé autour? Ouais, enneigé de fou autour, vraiment enneigé de fou autour. Et au bout de 4-5 heures, on voit les secours arriver. On crie à l'aide, on est là. Enfin, là, le dire, j'en ai. Le dernier cri? Ouais, le dernier cri, vraiment, c'est vraiment, faut le vivre. C'est vraiment un truc de fou. Et du coup, ils nous retrouvent. Ils nous encordent et après, on descend. En plus, il y avait des potes qui étaient un peu plus bas et donc ils nous ont filé des couvertures de survie et puis après on a pu passer la nuit, camper. Ils voulaient nous redescendre jusqu'en bas et tout, mais on a dit que ça allait et tout, qu'on pouvait quand même camper. Ok. Donc c'est ce qu'on a fait. Le lendemain on est reparti, mais voilà, ça a été une expérience très, très enrichissante, même si ça aurait pu se À ne finir pas reproduire. voilà, à ne pas reproduire chez vous, même si ça aurait pu être vraiment dramatique cette expérience-là, mais on s'en est très très bien sorti. Et Qu'est-ce qu'elle t'a enseigné? encore de l'humilité, quoi. Rien de plus fort que la nature.
y a rien de plus fort que la nature et il faut pas pousser la machine à bout. Même si tu te dis, vas-y, t'as toute la volonté du monde d'arriver au sommet, t'as toute la volonté du monde d'arriver à atteindre tes objectifs, mais il y a des fois, il y a des choses qui vont se mettre en travers de ta route, notamment la nature. Et là, Rien à y faire. il y a rien à y faire, quoi. C'est comme des fois la santé. La santé, elle peut se mettre en travers de ta route dans une carrière professionnelle, dans Bien une sûr. carrière sportive et tout. Il n'y a rien à y faire, quoi. Donc, à part lutter, se battre et toujours rester positif. Ça, rester positif, c'était ultra important. Nous, on a beaucoup prié. Chacun priait son Dieu parce qu'il y avait un musulman qui était avec nous. Donc, chacun priait son Dieu et c'était trop beau. Ouais. On va aborder le dernier sujet que je veux traiter avec toi, c'est la partie sportive un petit peu. Ouais. C'est une activité qui aujourd'hui prend de plus en plus de place dans ta vie Ouais. et qui, je pense, drive une grande partie de ta vie. Dis-moi en plus par rapport à ça. Tu as fait dans ta jeunesse du sport à haut niveau. Quel sport c'est? Et aujourd'hui, quel sport pratiques-tu? Ouais, carrément. J'ai fait tellement de sport durant toute mon enfance. Pareil, j'ai envie de ressembler. On a toujours envie de ressembler à nos parents. Mon père très sportif, beaucoup de courses à pied, beaucoup de motocross. Avant, il faisait énormément de motocross à un très haut niveau. Donc voilà, j'ai toujours eu cette envie de faire du sport. J'étais inscrit à la natation très tôt. Donc j'ai appris à nager très tôt. Donc j'ai fait pas mal de natation. Je pense environ un peu plus de 9 ans. Pareil avec du golf aussi. C'est une activité sport, appelez ça comme vous voulez, mais voilà. Pas de jugement. C'est ça, pas de jugement. Mais tout dépend. En fait, à un certain niveau, ça devient un sport. C'est normal parce que quand il y a les compétitions, forcément, il faut s'entraîner, il faut faire une prépa physique. Donc, c'était vraiment un très beau challenge et une très belle partie de ma vie, j'ai envie de dire, sur cette partie golf quand même, qui m'a beaucoup servi, qui me sert toujours, parce que ça reste ultra intéressant comme sport, justement, pour rencontrer des personnes, pour parler business aussi. Et je pense que le golf est peu souvent assimilé à du sport parce que c'est de la marche, entre guillemets. Ouais. Mais en fait, la partie sportive, elle intervient plus sur une rigueur et une technicité qui est, je pense, assez rare dans un sport parce qu'il faut avoir une. Tu t'en rends compte? Ouais, c'est moi qui je me rends compte parce que je suis un peu avec Flo du coup. Ouais. Et en fait, il faut avoir une régularité qui est assez impressionnante. C'est ça, ouais. Et en fait, c'est de Exactement. l'entraînement. Ouais, beaucoup de L'entraînement mental. qui paye. Ouais, beaucoup de Et le mental. Ouais, énormément de mental. C'est vraiment un sport de mental. De toute façon, dans tout sport, il y a une partie de mental. Bien sûr. Mais ouais, vraiment, c'est ce côté répétition. En fait, ce mouvement de swing, c'est tellement répétitif que ouais, c'est impressionnant en fait la rigueur qu'il faut avoir pour bien taper cette fucking balle, quoi. Ok. Et donc le golf, ça se finit par. T'as un résultat, je pense, un peu fort à prononcer par rapport à ça. T'as quand même un bon résultat. Ouais, c'était sympa. J'avais fait les championnats de France par équipe jeune. J'ai été capitaine au golf de Saint-Cyprien avec un super pote à moi, Tristan Bishop. On avait joué ensemble et tout. D'ailleurs, on joue toujours ensemble, donc ça me fait super plaisir de pouvoir toujours partager en fait des parties avec lui, avec sa famille, parce qu'il y a toute sa famille du coup que tu as rencontré qui joue au golf. Donc ouais, c'est vraiment un plaisir en tout cas. C'est justement ça. Ça fait depuis 10 ans qu'on se connaît et en fait ça permet justement de partager des moments comme ça, des moments forts. C'est cool. Bien sûr. Ok. Et maintenant il y a du coup d'autres sports. Alors tu fais encore un peu de golf pour le plaisir. Ouais. Il y a d'autres sports qui ont pris, on va dire, l'avantage. Ouais, Quels sont ces sports et qu'est-ce qui te procure aujourd'hui ces sports-là? C'est ça. Déjà, il y a le stand-up paddle aussi. J'avais fait la plus grande course au monde de stand-up paddle. J'avais fait la course à Paris sur la Seine. J'avais été tiré au sort. J'étais trop content. Incroyable. J'étais parti la faire. D'ailleurs, c'est mon père qui l'avait fait la première fois. Et 2 ans ou 1 an après, je me suis dit, vas-y, j'ai trop envie de la faire. Ça a l'air trop cool. Ouais, j'ai réussi à être inscrit. D'ailleurs, petite anecdote qui est vraiment très drôle. Je connais pas, alors, sur quand mon père l'avait fait la première fois. On s'était dit, vas-y, on va prendre un peu d'avance, on va se mettre sur le premier pont, parce qu'en gros, il traversait les 12 ponts sur la Seine. Et on se met sur le premier pont pour justement les voir passer en dessous de nous. Avec ta mère? Avec ma mère, ouais, exactement. Et en fait, il y a eu le départ. Et en fait, au lieu de passer sous ce pont-là, ils sont passés à l'opposé. Et du coup, on a dû courir tout le long de la course et on les a jamais vus. Donc, on est venu à Paris pour voir la course, mais on les a jamais vus. J'ai pas vu un seul stand-up paddle sur la Seine. J'étais dégoûté. Du coup, excellent, pas trop. On a couru 12 km. Après, on s'est dit, vas-y, on abandonne. Donc, vraiment, on n'en a vu aucun. Et du coup, j'ai dit à ma mère, vas-y, maintenant, je la fais. Et au moins, je pourrais moi-même les voir en faisant la course, quoi. C'est ça, ouais. Non, c'était vraiment
vraiment une très belle course. On était plus de 800, mais maintenant, chaque année, je crois qu'ils augmentent de 100 personnes. Ok. Donc maintenant, ils sont plus de 1000, je crois, Ok. à le faire. Et d'ailleurs, j'aimerais trop le refaire. Par contre, il caille un peu parce que c'est le 3 décembre. Ah ouais. Et du moins, c'est début décembre. Et là, maintenant, du coup, au niveau sport, c'est course à pied à fond. Je me suis mis à la course à pied à fond. J'ai commencé en 2016 sur l'application Nike, là, d'ailleurs. J'ai vu mon inscription là dernièrement. Je me Ok. suis dit, ah ouais, purée, c'était Énorme. 2016 et tout. Et non, je suis passé sur Strava. D'ailleurs, ceux qui veulent me follow sur Strava, n'hésitez pas. Mon blaze. Mon Qui a blaze, pas Florent réussi, Garcia, pas réussi, voilà, c'est cool. Et du coup, ouais, maintenant, à fond laver la course à pied, j'ai déjà couru 4 marathons. Ouais, lesquels? Marathon de La Rochelle, marathon de Bangkok et marathon de Biarritz. Marathon de La Rochelle, du coup, je l'ai fait 2 fois. Ouais. Et là, il y a un gros projet, un très gros projet qui C'est quoi est ce fou. projet? L'Alpha Ironman, j'ai trop Ok. hâte, ça va être énorme. Je sais pas encore où est-ce que je vais le faire, peut-être à Dubaï, peut-être en France, ou peut-être ailleurs, je sais pas. Vraiment, j'ai aucune idée pour l'instant où est-ce que j'ai envie de le faire. Tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, je viens de commencer par un half, déjà à la moitié. Donc c'est 1,9 km en nage, en eau libre, en mer ou en lac. Ok. 90 km de vélo. Et après, un semi-marathon pour terminer. Il y a déjà de quoi faire. Il y a de quoi faire. Ah, dans les gambettes pour terminer. Ok, donc là tu commences l'entraînement? Ouais, je commence. Là, je me suis acheté mon premier vélo de course. Ouais. Il arrive bien très bientôt. Donc, j'ai trop hâte qu'il arrive. Ça paye Cosmos, hein. C'est ça paye Cosmos, mais j'ai trop hâte qu'il arrive. J'ai D'accord. trop hâte qu'il arrive. Franchement, ça va être trop cool. Je vais pouvoir commencer mes entraînements. Franchement, ça va envoyer. Trop cool. Ça va envoyer. Et du coup, tu te fais combien de temps d'entraînement avant ton premier? Euh, Le rythme, ça va être quoi? Tu veux t'inscrire dans un club? Comment tu vois le truc? En fait, je sais pas pour l'instant. Est-ce que club ou pas? Il y a un club de triathlon, sauf que il y en a qu'un seul là Ok. là où on va être. En fait, ça va être le club de triathlon des Girondins de Bordeaux. Ouais. Il y en a qu'un seul, donc je sais pas si je vais être pris. Je sais pas au niveau des entraînements comment ça se passe, etc. Donc j'attends de voir un peu. Donc peut-être prendre un coach en ligne et faire un suivi beaucoup plus personnalisé. Mais bon, c'est un peu plus compliqué quand on est en hiver, qu'il faut aller à 7h du matin aller nager. Ouais. Y aller tout seul, c'est pas fun. Y aller à plusieurs, déjà, ça l'est un peu plus. Même si ça reste pas très fun non plus de nager à 7h du mat. Mais bon, c'est justement un peu Ça dans. entraîne. Voilà, c'est justement dans la douleur et dans ces moments-là que tu en apprends plus sur toi-même. Et justement, dans tous ces marathons, ce que j'en retiens, c'est que tu en apprends beaucoup plus sur toi-même. Parce que courir 42 km, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des marathons qui ont été beaucoup plus compliqués que d'autres, où j'ai mieux géré ma course que d'autres. Notamment là, l'avant-dernier, celui de La Rochelle, où j'étais parti beaucoup trop vite. Donc forcément, ma fin de course, les 15 derniers kilomètres, ça a été super compliqué avec une douleur en bas du dos. Ça n'a pas été un échec parce que j'ai tenu, il y avait mes parents à l'arrivée. Donc Et pour tu moi, voulais c'était. les rendre heureux. Voilà, Les je rendre voulais les fiers. rendre fiers. Pour moi, c'était super important de passer cette ligne d'arrivée et je l'ai fait, donc j'étais super fier de moi. Bravo. Merci, ça fait plaisir. Et c'est vrai que du coup, nous, l'entraînement est quand même. On a un métier quand même qui nous amène à beaucoup bouger. Donc on a un rythme de travail qui est assez intense, avec énormément de déplacements, Il est énorme. qui casse un peu le rythme en fait. C'est ça. Et donc c'est vrai que l'entraînement triathlon, ça va être un beau challenge, je pense. Ouais, c'est un beau challenge. Ouais, c'est pour ça qu'il va falloir se lever très tôt, se coucher très tôt, mettre un peu de côté sa vie perso. Et c'est ça qui va être un vrai challenge. Au final, c'est comme être un sportif de haut niveau, mais à notre échelle, à l'échelle, on va dire civile, même si ça reste des civils aussi, Oui, bien sûr. les sportifs de haut niveau, mais quand même, c'est un monde à part et c'est un mode de vie complètement à part. Ouais. Ok, super. Est-ce que tu auras un dernier petit mot à dire aux personnes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans le sport, ou se différencier des autres? Ouais, Un mot à justement, leur dire par rapport à ça. ouais, franchement, ouais, cultivez votre différence. Ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Aujourd'hui, on va être beaucoup dans le jugement des personnes qui sont différentes, qui sont, par exemple, là, des fois, ça va être les rentrées scolaires. Il y en a qui vont être un peu plus discrets dans les couloirs, qui vont être un peu différents. Mais justement, allez leur parler, apprenant à en savoir un peu plus sur eux, sur qui ils sont, sur leurs passions. C'est super important aussi d'avoir des passions. Elles peuvent être complètement différentes des autres. Par exemple, moi, le golf, c'est pas tout le monde qui joue au golf. C'est peut-être un peu élitiste parce qu'on a ce jugement. Au final, on se rend compte que ça l'est pas quand on est jeune. Après, quand on est adulte, c'est clair que ça l'est beaucoup plus. Et tout dépend aussi à nouveau les clubs dans lesquels on joue. Mais ouais, c'est super important en tout cas de cultiver cette différence parce que la différence, ça va faire votre force, ça va vous guider en fait tout le long de votre vie et justement ça va plaire aussi chez les autres parce que justement dans une soirée si tout le monde est pareil et que vous êtes différent, tout le monde va vouloir plus avoir envie de vous écouter et en apprendre plus sur vous parce que vous avez vécu des expériences complètement différentes des autres. Au top. Et bien écoutez,
S'il restait un mot à retenir, ce serait cultiver votre différence. Ouais. On vous dit merci pour cette écoute. Yes. Merci Merci. Laurent pour ton partage. Yeah, merci beaucoup, ça fait plaisir. Tes questions étaient très pertinentes, donc c'est très plaisir. Allez, J'espère que le avec cadre, en plaisir. tout cas, vous a plu. Complètement. Ouais, et en tout cas, On s'est donné n'hésitez. pour venir jusqu'ici. C'est ça, ouais. On s'est donné pour venir jusqu'ici, donc n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, ou alors si vous l'écoutez sur YouTube et vous le regardez sur YouTube, j'espère que vous avez profité de cette vue en tout cas. N'hésitez pas à liker et à commenter, à nous en dire plus dans les commentaires si vous avez des questions, des remarques. Prochain sujet à traiter. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ça peut être très intéressant. Ouais, avec grand plaisir. Donc, en tout cas, merci. On se dit à la prochaine. Ouais. Ciao. Salut.